Pourquoi la vie semble-t-elle plus difficile précisément lorsque nous essayons de la réparer? Et pourquoi certains problèmes persistent-ils, même après de multiples tentatives rationnelles pour les résoudre? Le taoïsme n'offre pas de promesse de contrôle, mais révèle que l'effort excessif est souvent à l'origine du déséquilibre. Ce que nous appelons un problème est souvent un signe de déconnexion avec notre rythme intérieur, et non une défaillance extérieure. Les tentatives forcées de changer une situation sans modifier l'état intérieur ne font que répéter le cycle. Le désordre n'est pas invasif, il est symptomatique. Et le silence n'est pas absence d'action, mais terrain fertile où commence la véritable réorganisation. Cette chaîne s'appelle solstice. Elle s'adresse à ceux qui cherchent une orientation à partir de structures intemporelles. Nous utilisons le taoïsme, la psychologie profonde et le langage symbolique comme instruments pour cartographier les processus intérieurs avec une précision philosophique. Chaque contenu est une articulation entre savoir ancestral et modèle contemporain de conscience. L'accent est mis sur la compréhension des causes, non sur les effets. La proposition est d'offrir des clés de lecture pour des états de vie qui semblent déconnectés, mais obéissent à des lois internes. Il existe une urgence qui opère de manière continue, même dans les moments de stabilité apparente. Elle se manifeste par des symptômes récurrents, l'insatisfaction sans cause directe, l'oscillation énergétique constante, la sensation de décalage même dans des environnements familiers. Ces phénomènes ne sont pas des effondrements aléatoires, mais des indications que le centre de l'expérience a été compromis. Le taoïsme observe ces états comme des phases du cycle. Ils ne nécessitent pas de réaction, mais une reconnaissance. Là où il y a répétition non élaborée, il y a un schéma caché demandant à être intégré. L'écoute continue de ces signaux est le début du retour à l'axe. L'intelligence présente dans la tradition taoïste part du constat que tout excès génère une obstruction. Il n'y a pas besoin d'intervention directe, là où il y a rythme. La régulation émerge du retrait progressif des superpositions inutiles. Lao Tzu décrit le sage comme celui qui réduit l'excès, organise ce qui est dispersé et permet à l'essentiel de retrouver sa fonction. Ce processus ne dépend pas de l'effort, mais de la précision perceptive. Observer avec profondeur est plus transformateur qu'intervenir avec intensité. Le rythme vital réorganise ce qui est déséquilibré lorsque l'obstruction est dissoute. Dans le quotidien, ce principe peut être observé dans la tentative récurrente de retour à ce qui était. Face aux ruptures émotionnelles ou aux transitions de vie, la tendance automatique est de restaurer d'anciens schémas. Ce mouvement va à l'encontre du cycle naturel. Le Tao indique que chaque état exige un mode d'écoute spécifique. Répéter des schémas antérieurs dans une nouvelle phase est incompatible avec l'intelligence du processus. Le réalignement demande une mise à jour intérieure. La réorganisation n'est pas un retour, mais une transition vers une nouvelle cohérence. L'ancien cède lorsque la nouvelle forme est déjà fonctionnelle. En 2017, l'Organisation mondiale de la santé a identifié l'anxiété comme la principale dysfonction psychologique mondiale. Ce chiffre reflète plus qu'une épidémie clinique, il révèle un trouble généralisé du rythme intérieur. L'accélération mentale et la fragmentation de l'attention signalent une rupture dans la relation au temps. Le taoïsme comprend le temps comme un processus circulaire de maturation et non comme une ligne de productivité. Lorsque l'expérience subjective se déconnecte de cette circularité, le corps entre en état de vigilance chronique. La réorganisation vitale ne survient que lorsque la cohérence rythmique est rétablie. Si ce contenu résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. C'est une façon de suivre les prochains épisodes qui approfondissent ces principes de manière progressive. Un like ou un commentaire contribue à la continuité du projet, mais le plus important est que l'écoute demeure active. Le mouvement n'est pas une réponse immédiate, mais une assimilation profonde. Et l'assimilation, dans la logique taoïste, est le principe de la transformation réelle. En 1982,
Le psychologue John Weir Perry a décrit le cas d'une femme de 41 ans qui s'est volontairement retirée dans un état de réclusion extrême après l'effondrement d'un mariage de 20 ans. L'épisode fut traité par sa famille comme une dépression sévère, mais Perry, influencé par la psychologie transpersonnelle, interpréta le cas comme une régression symbolique nécessaire. Elle ne présentait aucun délire, mais refusait toute tentative d'organisation extérieure, travail, horaire, engagement. Elle passait ses journées assise devant une fenêtre, silencieuse, observant les variations de lumière. La seule phrase qu'elle répétait avec constance était « L'ordre doit naître de lui-même ». Ce comportement était perçu comme de la passivité, mais dissimulait une activité psychique intense. Son silence n'était pas vide, c'était une attente active de réintégration. Pendant 3 mois, son contact avec le monde extérieur fut minimal. Mais intérieurement, les récits ultérieurs indiquèrent qu'elle vivait une succession d'images et de perceptions archétypiques. Elle voyait sa propre vie comme une structure construite sur des exigences extérieures qui s'effondraient maintenant pour révéler quelque chose de plus essentiel. L'effondrement émotionnel, dans ce contexte, n'était ni une erreur ni une déviation, mais un mécanisme d'ajustement profond. La crise était le portail. L'ambiguïté était en surface, entre l'apparence d'apathie et le mouvement souterrain de réorganisation. Le modèle linéaire occidental aurait prescrit intervention, stimulation, réaction. Le Tao, s'il avait été consulté, aurait suggéré « demeure ». Selon Ken Wilber, l'effondrement du soi fonctionnel peut ouvrir l'accès à ce qu'il appelle la ligne de l'être, une dimension non construite de l'identité qui émerge lorsque l'ego opérationnel se dissout. La patiente, dans ce cas, n'a pas perdu le contact avec la réalité. Elle a simplement retiré son énergie des formes qui soutenaient sa vie antérieure. Ce n'est pas un repli, c'est une transition. En psychologie transpersonnelle, ce phénomène est compris comme une descente nécessaire au fondement de la structure psychique, là où les récits antérieurs cessent d'apporter de la stabilité. Le chaos qui émerge à ce stade est structurellement fertile. Mais il ne peut être traversé sans dommage que si le système n'est pas forcé à revenir prématurément à un fonctionnement superficiel. Le Tao indique le même chemin, maturation, non correction. Durant cette période, elle a décrit un moment précis où elle a senti que le temps s'était arrêté. C'était en fin d'après-midi, le ciel était gris et une feuille morte se déplaçait lentement sur le trottoir. Elle a observé cette scène comme si c'était la première du monde. Là, dit-elle, elle a compris que tout était en mouvement, même lorsque tout semblait figé. Cette perception a marqué le début de l'inversion du processus. Quelques jours plus tard, elle a recommencé à parler, à écrire, à marcher avec légèreté. Il n'y a pas eu de résolution discursive ni d'explication finale. Mais il y a eu réintégration. Le chaos initial n'a pas disparu, il est simplement devenu partie d'une nouvelle harmonie. Cette histoire soulève une question centrale. Combien de fois interrompons-nous des processus naturels de transition par peur de la lenteur ? Combien de fois interprétons-nous comme un effondrement ce qui n'est que l'abandon d'une forme qui a déjà accompli son rôle ? Dans le taoïsme, le vide n'est pas une absence, mais une pure potentialité. Et dans le cycle de la transformation réelle, il existe une phase de suspension, où aucune réponse n'est possible, seulement une permanence consciente. Stanislav Grof nomme cela une « émergence spirituelle », un état où l'effondrement de l'ego n'indique pas une pathologie, mais un passage. La souffrance, à ce stade, vient de la tentative de revenir à l'état antérieur, non du processus lui-même. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que le silence, à certaines phases de la vie, est plus fiable que la volonté. Lorsque le système entre en crise, l'impulsion d'agir rapidement peut obstruer l'intelligence plus profonde qui est déjà à l'œuvre. Dans le contexte de la réorganisation vitale, ce n'est pas la force qui conduit à la guérison, mais la précision du non-forçage. Le taoïsme offre une langue et une structure pour comprendre ce type de mouvement intérieur sans l'interpréter comme une faiblesse
ou une désorientation. La crise, observée dans son propre temps, révèle des schémas. Et le schéma, lorsqu'il est reconnu, conduit au réalignement. La lucidité n'est pas une conquête, c'est un retour. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui se réorganise silencieusement en vous, restez avec cette vidéo. Les prochains segments vont approfondir comment cette logique opère à travers 7 principes taoïstes essentiels et comment chacun d'eux peut se manifester, sans effort, dans votre propre vie. Chaque détail porte une structure et chaque structure porte une direction. C'est le point de bascule. Le premier mouvement réel ne se produit pas lorsque nous décidons de changer, mais lorsque nous faisons taire les bruits qui empêchent la perception de ce qui est déjà en train de changer. La plupart des décisions n'échouent pas par manque de motivation, mais à cause d'une interférence cognitive excessive. Se taire ne signifie pas supprimer les pensées, cela signifie cesser de les nourrir par des réactions automatiques. Des recherches en neurosciences montrent que les états de calme activent le réseau en mode par défaut du cerveau, facilitant la réorganisation interne spontanée. Le taoïsme comprend cela comme le principe du calme fécond. Lorsque l'action intérieure cesse, l'essentiel se reconfigure. Le véritable commencement est toujours silencieux, imperceptible et graduellement ordonné. Et ce type de mouvement ne devient visible que pour celui qui reste suffisamment attentif pour ne pas l'interrompre. Le deuxième principe est de reconnaître que le point central de l'expérience est ce qui dissout le chaos apparent. Lorsqu'une situation nous désorganise, la tendance naturelle est d'essayer de contrôler les variables extérieures. Mais si l'attention est ramenée au centre intérieur, l'impulsion de contrôle perd de sa force. Le taoïsme enseigne que l'ordre ne se crée pas. Il émerge du centre lorsque l'interférence se dissout. Psychologiquement, cela correspond à l'état de cohérence cardiaque. Lorsque l'esprit, l'émotion et la respiration entrent en synchronicité, l'organisme entier fonctionne en stabilité. Le chaos n'a pas besoin d'être vaincu, seulement de cesser d'être alimenté. Quand l'esprit revient à l'axe, le monde répond à cette nouvelle fréquence. Le premier signe de cet ordre est la disparition de l'effort excessif. Le troisième principe affirme que l'élimination de l'excès est une pratique de clarté. Ce que nous appelons confusion n'est souvent qu'une surcharge de données inutiles. Se détacher d'engagement, d'objets, d'attentes et de récits internes permet à l'essentiel d'occuper enfin sa juste place. C'est un processus actif de sélection et non de négation. La clarté ne naît pas d'une analyse exhaustive, mais de la réduction de l'interférence. Dans le taoïsme, le vide fonctionnel est un espace de puissance. Des études en psychologie cognitive montrent que le soulagement de la charge mentale augmente la capacité d'insight et de résolution créative des problèmes. Clarifier, ce n'est pas perdre, c'est libérer de l'espace pour que ce qui est fonctionnel émerge sans friction. Le quatrième principe montre que le rythme personnel n'est pas quelque chose à imposer à la vie, c'est quelque chose à écouter en elle. Le principe du flux enseigne qu'il existe un ordre spontané dans les cycles d'énergie, d'attention et de vitalité. Lorsqu'un individu apprend à percevoir ces cycles avec précision, il cesse d'exiger une productivité constante et commence à opérer avec une intelligence rythmique. Ce type de régulation augmente l'efficacité réelle et réduit l'épuisement chronique. D'un point de vue neuroscientifique, cela est associé à la régulation de l'axe HPA, hypothalamo-hypophyso-surrénalien, réduisant le cortisol et restaurant le système nerveux parasympathique. Le Tao indique que le flux se révèle lorsque nous cessons d'imposer le contrôle. Et cette perception ne se développe qu'avec une pratique attentive et un silence fonctionnel. Dans le cinquième principe, l'émotion, lorsqu'elle est observée sans fusion, perd sa capacité à dominer. Il ne s'agit pas de la réprimer, mais de la voir avec clarté. La psychologie transpersonnelle enseigne que la conscience témoin est la clé pour traverser des états émotionnels intenses sans être déstabilisé. Dans le taoïsme, ce principe réside dans l'acceptation lucide. Tout ce qui est observé sans résistance revient au flux.
En développant la capacité d'identifier le début d'un mouvement émotionnel sans le nourrir de pensées compulsives, la personne acquiert une forme rare d'autonomie intérieure. Cela n'empêche pas la souffrance, mais évite sa cristallisation. La liberté émotionnelle naît de la non-identification, et cette pratique s'apprend en observant, non en réagissant. Dans le 6e principe, on comprend que la culture de la productivité promeut l'illusion que faire plus, c'est vivre mieux. Mais dans le taoïsme, c'est la qualité de la présence qui définit la valeur de l'action. Une activité faite avec totalité a plus d'impact que disfaite dans la dispersion. Des études sur la pleine conscience, comme celle de Jon Kabat-Zinn, montrent que l'efficacité et le bien-être sont liés à la capacité de maintenir une attention soutenue, et non à la vitesse d'exécution. La pratique de la présence n'est pas passive, elle est sophistiquée. Elle requiert un entraînement pour maintenir l'esprit là où se trouve le corps. Lorsque cela se produit, même les actions les plus simples acquièrent profondeur et cohérence. Le temps intérieur se rééquilibre et la vie cesse de paraître fragmentée. Enfin, le 7e principe nous amène à voir que l'espace physique n'est pas neutre. Il reflète et influence l'état intérieur de celui qui l'habite. Les environnements chaotiques maintiennent l'esprit en état d'alerte permanent, tandis que les espaces organisés favorisent la régulation émotionnelle et la clarté décisionnelle. La neuroarchitecture a déjà démontré que les espaces propres, lumineux et silencieux réduisent de l'activation de l'amygdale cérébrale, impliquée dans la réponse au stress. Le taoïsme a toujours considéré le soin de l'espace comme une extension du soin de l'esprit. L'organisation extérieure est une déclaration symbolique d'alignement intérieur. En nettoyant, en sélectionnant et en harmonisant l'espace, on ne fait pas que ranger des choses. On se repositionne dans sa propre existence. Chacun de ces principes exige plus qu'une compréhension théorique. Ils demandent une application concrète, une observation patiente et une écoute profonde. La véritable réorganisation ne se proclame pas, elle se révèle par ses effets. En appliquant ne serait-ce qu'un de ces 7 fondements, même à petite échelle, les effets commencent à réorganiser le champ intérieur et, avec lui, les conditions extérieures. Si certains de ces points ont déjà été expérimentés par vous, partagez en commentaire quel aspect vous a le plus captivé. Le prochain segment va approfondir ces principes un à un, et peut-être que le suivant sera exactement celui que vous n'avez pas encore nommé, mais que vous ressentez déjà. Rester, c'est faire partie. Si le premier principe, le calme comme point de départ, révèle un schéma négligé. La réalité intérieure ne s'aligne pas par la force de la volonté, mais par décompression. Lorsque le système psychique est surchargé, toute tentative d'action devient une extension du bruit. Dans le taoïsme, le calme est le retour à l'état antérieur au désir. Le bouddhisme zen partage cette vision en affirmant que le silence de l'esprit révèle la nature de Bouddha, claire, non fabriquée, déjà présente. Psychologiquement, le silence conscient ralentit le cortex préfrontal et réactive le réseau d'attention réflexive, permettant au sujet d'observer sans interférence. C'est dans ce champ que la transformation germe, non par imposition, mais par cessation des distorsions perceptives. Le deuxième principe, l'ordre émerge du centre, traduit un mouvement archétypal présent dans diverses traditions spirituelles, le retour au point axial. Dans le Yi Jing, ce point est appelé le ferme au milieu, noyau intérieur qui maintient la cohérence même durant la mutation. En psychologie, Jung l'a identifié comme le soi, le principe organisateur le plus profond de la psyché. Lorsque l'attention revient au centre, le champ cognitif cesse d'être dominé par des vecteurs périphériques comme l'urgence, la comparaison ou le contrôle. Ce réalignement produit, par conséquence, une dissolution des conflits extérieurs qui semblaient auparavant insolubles. L'esprit organisé depuis le centre réorganise aussi le monde qu'il habite, sans en faire une intention explicite. Se détacher, c'est clarifier. C'est une action qui agit sur toutes les couches, rationnelles, émotionnelles et existentielles. L'attachement, observé avec précision, n'est pas de l'amour, mais une fixation identitaire. Le taoïsme ne considère pas l'attachement comme une erreur morale,
mais comme une inattention à l'impermanence structurelle de la vie. En psychologie, l'excès d'attachement est associé à l'activation du système de menace. Le cerveau interprète la perte comme un risque d'anéantissement. En réduisant les liens artificiels, le sujet retire de l'énergie de la maintenance de formes déjà épuisées. L'espace laissé par ce qui s'en va n'est pas un vide, c'est une ouverture. Et c'est dans ce champ libre que l'essentiel peut enfin être reconnu, non comme concept, mais comme présence active. Le quatrième principe, le flux est plus efficace que le contrôle, confronte directement un schéma collectif moderne, la glorification de l'interférence. Le taoïsme propose le Wu Wei, action sans effort, non comme passivité, mais comme alignement avec le rythme du réel. En termes psychologiques, cela correspond à l'état de flow décrit par Mihaly Csikszentmihalyi. Lorsque le sujet agit en présence totale, avec engagement maximal et effort perçu minimal. Cet état ne peut pas être forcé, il émerge lorsque la tâche, l'attention et l'identité fusionnent en un seul vecteur. La tentative de contrôle excessif rompt cette fusion et crée du frottement. Le flux, au contraire, organise l'énergie avec une précision naturelle et sans résistance. Le cinquième principe, l'émotion observée ne domine pas, indique une compétence clé, la création d'un espace intérieur entre le ressenti et la réaction. C'est la base du mindfulness, mais aussi l'un des fondements du bouddhisme Theravada. Dans le Satipatthana Sutta, le Bouddha enseigne « Observe le ressenti comme ressenti, sans t'identifier à lui ». La psychologie cognitive moderne a traduit cela par diffusion cognitive, la capacité de percevoir pensées et émotions comme des événements mentaux et non comme des vérités absolues. Cette séparation permet une régulation émotionnelle sans répression. L'émotion devient information et non commande. Et lorsqu'elle est observée de manière continue, elle se transforme sans nécessité de contrôle. Peu avec présence vaut mieux que beaucoup avec dispersion n'est pas une formule morale, mais une observation sur l'énergie psychique. L'esprit fragmenté perd en puissance même lorsqu'il est actif. Des études sur l'attention démontrent que le multitâche réduit significativement l'efficacité cognitive et augmente les niveaux de stress. Dans le taoïsme, l'attention totale à une seule action est perçue comme une pratique spirituelle. Cela renvoie au principe d'unification. Lorsque le corps, la respiration et l'esprit convergent, la réalité se simplifie sans perdre en profondeur. La vie cesse d'être une mosaïque désordonnée et redevient un champ unique de présence continue. Et cela n'exige pas d'isolement. Cela exige de l'intégrité dans la pratique quotidienne. Enfin, le principe selon lequel l'environnement reflète l'esprit révèle le langage non verbal de l'existence. La manière dont une personne organise son espace révèle l'architecture symbolique de son état intérieur. Cette observation est faite tant par le feng shui, tradition taoïste d'harmonisation spatiale, que par des approches modernes de la psychologie environnementale. Le schéma invisible est dans la rétroaction. L'environnement influence l'état intérieur et celui-ci reconfigure l'espace. Quand l'esprit est chaotique, l'extérieur exprime la confusion. Quand l'esprit se réaligne, l'espace physique devient une extension de la clarté intérieure. Cette circularité entre intérieur et extérieur est l'une des formes les plus subtiles de diagnostic existentiel et l'une des plus accessibles à la transformation immédiate. Si rien n'est fait, qu'est-ce qui, en vous, trouvera son propre chemin? C'est la question qui demeure lorsque toutes les stratégies cessent et que le bruit perd son sens. Le Tao n'exige pas de réponse, seulement une présence. L'écoute silencieuse est le seul geste nécessaire pour que l'essentiel reprenne sa trajectoire. L'esprit peut encore chercher des solutions, mais l'âme reconnaît déjà la direction. Le réalignement n'est pas une conquête, c'est un retour à quelque chose qui n'est jamais parti. Et il ne devient visible que pour celui qui s'est arrêté assez longtemps pour voir. Avoir suivi ce contenu est, en soi, une forme de réorganisation. Chaque principe n'a pas besoin d'être retenu.
seulement ressenti dans sa propre expérience. Le bénéfice ne réside pas dans l'application d'une technique, mais dans la reconnaissance d'un schéma subtil qui est déjà à l'œuvre. Le langage du Tao parle par récurrence, non par argumentation. Et c'est dans la répétition vivante de ces cycles que la conscience s'élargit sans effort. La lucidité ne s'impose pas, elle émerge. Et peut-être, au fil de cette vidéo, quelque chose de silencieux s'est déjà mis en mouvement en vous. Le calme, lorsqu'il est authentique, ne demande pas la permission d'exister. Il s'installe comme un chant, et dans ce chant, ce qui n'est pas essentiel perd de sa force. Le Tao n'interfère pas. Il accueille ce qui est. Et en accueillant, il transmute. Ce n'est pas une idée à comprendre, mais une évidence qui se révèle quand l'observation est continue. Là où il y a excès, il y a distraction. Là où il y a simplicité, il y a retour. La clarté commence lorsque la volonté se retire. Aucun des 7 principes présentés ici n'est une fin. Ce sont des points de contact avec une intelligence plus vaste qui organise l'existence sans intervenir directement. Il n'existe aucune technique qui remplace l'écoute, aucun procédé qui anticipe le temps de maturation. Le Tao opère par résonance. Lorsque vous vous alignez, il répond. Et le monde, peu à peu, reflète cet état nouveau. Peut-être que ce dont vous avez le plus besoin maintenant n'est pas de faire quelque chose, mais de permettre à cet alignement de se poursuivre en silence. Si quelque chose ici a résonné en vous, laissez cet écho se transformer en geste. Abonnez-vous. Laissez un mot en commentaire, un souvenir qui s'éclaire, un moment de contemplation au milieu de la journée. Partagez comme prolongement de l'écoute elle-même. Parfois, en écrivant ce que l'on perçoit, on rend visible ce qui n'était jusque-là qu'intuition. Chaque expérience ajoutée élargit le champ commun. Et dans ce champ, la véritable compréhension fleurit lentement, mais profondément. Il y a encore à explorer, mais sans hâte. Suivre ce chemin, c'est choisir de rester attentif à ce qui bouge, même quand tout semble immobile. Peut-être n'avez-vous rien à décider pour l'instant. Il suffit de continuer à observer. Et lorsque vous sentirez que quelque chose a changé sans avoir été forcé, vous saurez que le chemin a déjà commencé.